Bonjour Arthur. Bonjour Julien, comment ça va? Écoute, moi ça va très bien. Je suis ravi de te rencontrer, enfin. Enfin, après avoir discuté un petit peu par message. Aujourd'hui, je profite d'un de mes passages à Paris pour venir te rencontrer parce que je suis très intéressé par ton parcours depuis un petit moment. En fait, ça fait pas mal de temps que je suis ta chaîne YouTube et j'ai aussi découvert un excellent Instagram. Alors moi, je suis un petit peu de la génération avant Instagram, Je génération préfère YouTube Facebook. aussi, hein, de toute Ouais. façon. Et, euh, et du coup, je te connais davantage dans cette partie-là Mhm. de ton travail. Donc aujourd'hui, c'est un jeune YouTuber, même si je suis un petit peu plus âgé que toi, je crois, qui va à ta rencontre pour savoir un petit peu plus sur ton parcours, comment tu es arrivé à devenir un influenceur dans le domaine de la mode masculine, en particulier dans la niche héritage, je Ouais, crois. sartorial, héritage, ça. Donc, peut-être que tu peux commencer par te Avec présenter. plaisir. Donc je m'appelle Arthur, j'ai 26 ans. Et comme tu l'as mentionné, ça fait quelques années que je suis dans le menswear, dans le sartorial, dans l'héritage. J'ai commencé comme blogueur pour un autre blog, je rédigeais des articles. Et puis finalement, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. D'abord YouTube, ensuite Instagram. Instagram a davantage décollé parce que YouTube, c'est autre chose. C'est un petit peu plus, c'est difficile, mais c'est plus gratifiant, je trouve. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'accompagne des marques en freelance, c'est-à-dire que je fais leur stratégie de social media, je fais aussi leur production de contenu, photos et vidéos. Et je fais ça en parallèle de l'activité d'influence. Et je fais aussi un petit peu de développement produit pour certaines marques aussi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu dans ce domaine-là que j'étais intéressé par te Mm. rencontrer, parce que vous n'êtes pas sans savoir, peut-être vous qui suivez ma chaîne, que j'ai un site internet de vente en ligne d'accessoires pour hommes, qui sont des pochettes de soie, des cravates, etc. Et j'ai présenté les articles que j'ai sur cette boutique à notre ami Arthur Magnien, et il s'est montré intéressé pour en parler dans ces différents Bien réseaux. sûr. Je suis très, très vintage, seconde main aussi. Ceux qui me suivent le savent. J'essaie toujours de mettre des petites pièces de seconde main et montrer que justement on peut bien s'habiller, pas forcément sans y mettre une énorme liasse de billets. Parce que c'est souvent le point limitant au début. En fait, le problème avec le style héritage, c'est que souvent, on a un peu l'impression d'être dans un cosplay des années 30, quoi. Ah oui. C'est Ça, dé- rarement réussi. Ça dépend, héritage, parce que pour moi, il y a aussi, dans le heritage, il y a aussi tout ce qui est militaire, il y a Oui. tout ce qui est workwear, etc. Moi, j'évolue plus vers ce genre de. Quand je parle d'héritage, je parle plus de ce genre de choses. Il y a aussi l'IV qui. En fait, c'est pas, il y a pas de catégorie vraiment séparée. C'est un petit peu flou, mais pour moi, c'est inspiré du passé. C'est des pièces qui ont une histoire, qui n'ont pas été créées aujourd'hui. Après, dans le tailoring, c'est sûr que, à part ce que je vais chiner, et encore vintage, oui, ça peut être années 80, 70 à la rigueur, mais je vais pas jusqu'aux années 30 parce que déjà, c'est très dur de trouver des pièces. Et ensuite, les coupes sont pas pareilles. Les morphologies sont plus pareilles, j'ai C'est l'impression vrai. aussi. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'appellations. Tu as parlé de Ivy League. Oui, Maintenant, on a aussi le Old Money, c'est évidemment. ça. C'était la grande tendance il y a un Qui ou est 2 ans. très inspiré de l'Ivy League aussi. Dark Academia. C'est ça. Ah oui. Ah, puis c'est pas seulement le vêtement, Dark Academia, c'est aussi le design d'intérieur, etc. Donc plein de choses qui se mélangent, plein de courants qui se mélangent, et c'est ça qui est intéressant. Mais de toute façon, lorsqu'on s'intéresse aux vêtements, lorsqu'on Mm. commence à s'intéresser aux vêtements, en particulier dans le vêtement Ouais. masculin, on se rend compte que c'est quelque chose qui touche à énormément de choses. Mm. C'est-à-dire que quand on commence à s'habiller de manière plus formelle, on va en général se comporter différemment. On va avoir peut-être une manière de se tenir un petit peu plus droite. On va essayer de parler avec un langage plus châtié. Et on va vouloir aussi améliorer sa manière de vivre, sa manière de se nourrir, sa manière de décorer chez soi, C'est etc. ça. Donc Ça nous pousse à être quelqu'un de meilleur, je trouve aussi, ouais, mais dans tous les domaines. ouais, C'est ça. Une fois qu'on met le pied dedans, c'est exactement. foutu. Et souvent, moi, je vois qu'il y a des gens, parfois dans mes commentaires, mais aussi quand je parle avec des gens de ce qui m'intéresse, Mm. c'est-à-dire le vêtement formel, ce genre de choses-là, souvent il y a une incompréhension et une forme de, quelque part, on va te dire, tu es un peu snob. Oui, Euh, tout de Comment tu suite. réagis à ça, toi? Bah, tout de suite, c'est vrai que, surtout quand on est jeune, parce que moi Oui, je suis quand même relativement jeune, tout de suite on va coller une étiquette de quelqu'un, soit qui est bien né, ça oui, arrive, soit qui est prétentieux ou oui, méprisant, etc. C'est pas le cas, évidemment c'est pas le cas, hein, faut pas s'arrêter aux apparences, mais en fait généralement les personnes qui ont peut-être cet a priori-là et qui viennent me parler,
en l'espace de 2 minutes, elles comprennent que c'est ma passion. Et au contraire, ça change complètement la Oui. mécanique et ça va laisser place à de la curiosité. Après, il y aura toujours celles qui ne viendront pas te parler et qui resteront sur leur a priori, mais on peut rien y faire. Et après, est-ce que finalement on a envie de côtoyer des gens qui s'arrêtent à ça? Peut-être pas. Donc finalement, le tri se fait peut-être un petit peu tout seul comme ça. Tout à fait, parce qu'en fait, finalement, moi, je me rends compte que ce sont des gens qui pensent que nous, on va les juger parce qu'ils sont pas habillés comme nous. Mais bien sûr. Alors que finalement, pas du tout. Et au contraire, nous, on a envie de leur partager notre passion et, si possible, de les rallier à notre cause. Alors, ça fait presque, ça fait presque religieux qui va faire des croisades, mais c'est pas une croisade. Mais partager cette passion, généralement, ça ramène des gens de notre côté. Mais on se rend compte d'ailleurs que la plupart des gens ont déjà passé un costume pour aller se rendre à un mariage ou Bien à sûr. un baptême, une communion. Euh, et finalement, on se rend compte que les gens aiment ça, Ou un entretien d'embauche, ou un enterrement. entretien d'embauche. Oui. Même si de moins en moins, quand même, j'ai l'impression. Ça dépend du secteur, je Oui. trouve. Ça dépend du Ouais. secteur. Il y a certains secteurs où tu vas porter un costume à l'entretien et ne plus jamais le porter de tout ton parcours au sein de l'entreprise. Mais oui, après, pour les entretiens, encore un peu, ça dépend du job qui est recherché, mais les emplois de bureau, les emplois de cadre, j'ai l'impression quand même que ça reste très en costume. Alors, toi, tu as 26 ans, Mm. donc c'est vrai que ton parcours est encore, j'imagine, assez court. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu as déjà eu une expérience en bureau, par exemple Alors moi, mon travail, c'est plutôt du travail de bureau. Après, j'évolue dans le secteur de la mode. Oui. Dans le menswear, plutôt de niche, sartorial, tailoring, etc. Donc, ça pose pas de problème, c'est même attendu. Et même on me recrute aussi parce que j'ai ces codes, j'ai cette culture. Comme je disais, alors là, je suis en indépendant, mais j'ai quand même travaillé avant, que ce soit des stages, des alternances, ou même entre les deux. Euh, Tu es allé J'étais tout de en suite bureau. dans ce domaine. Alors non, quand j'étais peut-être en première, au début je savais pas quoi faire. Quand j'étais jeune lycéen, je n'avais aucune idée de quoi faire, hein, comme tous les jeunes, je pense. Et du coup, je me suis orienté vers quelque chose qui m'ouvrait le plus de portes, c'est-à-dire une école de commerce, parce que je ne savais pas quoi faire, pas quoi faire. Et je me disais que ça me laissait le plus de portes ouvertes en fonction de là où je voulais aller. Je savais pas quel métier je voulais faire. Mhm. Et puis, j'étais en entreprise étudiante, j'étais dans une école assez particulière où en fait on passait la moitié du temps en cours et l'autre moitié dans des entreprises étudiantes, dans des associations étudiantes mais professionnalisantes. D'accord. Et j'ai commencé à faire du social media là-dedans. Alors c'était une agence de communication étudiante, j'ai commencé à faire ça. Et ensuite j'ai effectué ces responsabilités, mais euh, plus dans une autre association, plus dans la technologie, rien à voir. Et c'est en fin de deuxième année que j'ai postulé à un stage chez Jamais Vulgaire et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. J'étais évidemment intéressé par la mode avant, mais je n'avais pas compris que je pouvais en faire un Un métier. Pour moi, métier, c'était simplement un hobby. bien sûr. Je suis passé énormément de temps quand j'étais collégien, lycéen. Tous les mercredis après-midi qui étaient libres, j'allais faire les fripes dans le Marais. J'ai Ça pas fait commencé longtemps. par le costume, j'ai commencé vraiment par le vintage, par l'heritage, par Et ça t'a pris comment? l'Americana, tout ça. Je pourrais pas dire, peut-être des séries. D'accord. Vraiment, j'ai commencé par l'Americana, le style heritage, fil jacket, grosse veste, chemise en flanelle, Est-ce que du tu avais une bon jean. varsity jacket à l'américaine? Varsity jacket, ouais, c'est plus pour moi Ivy, mais j'étais pas trop varsity à ce moment-là. J'étais plus ouais, workwear. D'accord. Après, j'en porte toujours, je le mélange au sartorial parce qu'il y a des ponts à faire. Donc, c'est toujours une identité qui est importante chez moi. Ne serait-ce que d'aller chiner, c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'achète plus de pièces de seconde main que de pièces neuves. Après, il y a les collaborations, donc ça, forcément, il faut le prendre en compte. Mais oui, beaucoup de vintage. En fait, l'avantage avec le vintage, c'est que contrairement à la fast fashion, ce qui reste en général dans le vintage, c'est ce qui a duré. C'est un petit peu comme les bons films. Oui. Si on oublie souvent les très mauvais films de série Z et tu as les bons films de série B, Alors, par je trouve exemple. qu'il y a tout. Et puis d'ailleurs, j'avais vu récemment que les boutiques Emmaüs, enfin toutes les boutiques de charité, tiraient la sonnette d'alarme parce qu'en fait, en don, elles ne recevaient que Oui. justement des trucs de fast fashion qui pourrissaient leur stock. Elles en avaient trop. Et en fait, c'était des trucs qui ne duraient pas. Et en fait, c'était même pas forcément efficace à redonner derrière, quoi. Oui, j'ai moi aussi entendu une interview comme ça à la radio il y a quelques années déjà. Déjà, il y a quelques Ouais, années? il y a quelques années, Moi, c'était ils en vraiment il y a parlaient quelques déjà. semaines, quoi. D'accord, ouais. Mm. Je pense que Le problème, c'est empiré, quoi. oui, certainement. Moi, je suis
aficionado de Vinted. Donc, je Oui, vends et j'achète aussi sur Vinted beaucoup parce qu'on peut vraiment faire de très, très bonnes je affaires. suis bien d'accord. On peut vraiment trouver faire des trouvailles, quoi. Alors, quel genre d'élève tu étais au lycée, justement? Alors, toi qui étais un passionné de friperie, donc lorsque c'était la pause à midi, j'imagine que tu allais chez Guérissol ou autre. J'avais pas le temps d'aller malheureusement, mais à midi parce que j'avais 1 heure. J'étais un élève bon dans la moyenne, mais sans trop me fouler. Ce qui D'accord. m'a porté préjudice par la suite parce que euh, au moment où je suis entré en master, je faisais de l'alternance, donc j'avais commencé un nouveau master, une alternance, parce qu'avant j'étais en stage à temps complet, mais là je faisais de l'alternance en parallèle du master. Et je lançais ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, et en plus je continuais à écrire chez Jamais Vulgaire. Donc Ouais. en fait, c'est pas la difficulté des tâches, mais juste la quantité de tâches qui a fait que j'ai vraiment eu ce besoin de m'organiser. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment taclé de front et qui est maintenant un de mes points forts et qui m'aide énormément en freelance, justement, quand je travaille avec des marques sur leur communication, Hmm. où en fait elles ont un truc carré, elles savent exactement où est, quel contenu est, où, à quel moment, où est-ce que ça en est, etc. Donc ça j'ai vraiment bien fait de le faire. Donc, finalement, tu avais qu'une envie, c'était de rentrer dans le monde du travail, finalement, dans le monde de l'activité, quoi. Bah, c'est vrai qu'en fait, j'ai fait le choix, comme je disais, cette première école post-lycée, post-bac, d'avoir cette école qui nous mettait déjà un pied dans le monde du travail, au-delà des stages, parce que toutes les écoles proposent des stages l'été, mais d'avoir ce mi-temps, en fait, Hmm. ce mi-temps en agence étudiante et en entreprise étudiante. Ouais. Et c'est quoi la plus belle leçon que tu as retenue de cette période de ta vie, de cette étude? J'ai retenu que le parcours académique ne faisait pas tout. Parce que parfois on voit des personnes à côté de soi sur les bancs de l'école et on se dit ah, il va avoir le même diplôme que moi. Hmm. Et on se rend compte qu'il faut faire d'autres choses pour pouvoir se distinguer, Oui, ne serait-ce que pour trouver un boulot. Et donc, parce que j'ai pas fait une école du top 3 parce que je crois qu'elle propose pas ce genre de choses. Puis c'était complètement inaccessible pour moi, ne serait-ce qu'en termes de prix. C'est intouchable ce genre de truc. d'accord. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pu. Enfin, j'ai déjà emprunté pour faire cette première école et je pouvais pas emprunter pour faire des très grosses écoles. Tu as emprunté de ton argent personnel, donc tu as fait un J'ai fait emprunt un personnel. emprunt pour le bachelor, donc cette école. D'accord. Ah, J'ai fait un emprunt donc, pour cette école post-bac que j'ai bientôt fini de rembourser. Yes. Mais je voulais mettre un pied déjà dans le dans monde le du monde du travail. travail. Hmm. Je trouvais ça bien. Alors, ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai 44 ans, toi, Mm. tu en as 26. On a une génération d'écart, Ouais. finalement. Et c'est quelque chose que j'admire chez cette génération, la vôtre. Euh, c'est que vous êtes vraiment bosseur et vous êtes individualiste, dans le bon sens du terme. Oui, je sais pas si c'est un compliment, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Oui, Pour se distinguer vraiment, parce que finalement, il y a des promotions qui arrivent tous les ans sur le marché. c'est vrai. Et il y a de plus en plus de diplômés, les gens sont de plus en plus éduqués. Et en fait, ça fait plus forcément la différence, quoi. Alors, j'irai plus loin dans ce que je veux dire. Mm. C'est que, en fait, finalement, moi, quand je suis sorti des études, c'était encore, on va essayer de trouver un travail. Mm. Et une fois qu'on aura beaucoup d'expérience, éventuellement, Oui, on pourra lancer un business. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les gamins d'aujourd'hui, déjà, même à 15 ans, ils commencent à lancer des oui. business. On voit parfois des reportages comme ça sur des gosses de 15 ans qui font de l'achat-revente sur Vinted. Mais après, c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que là, je suis en indépendant, mais ça ne me dérangerait pas du tout de travailler pour une marque que j'apprécie, Ouais. ne serait-ce que pour la stabilité. Mais je pense que ça touche aussi à un autre point. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la génération de mes parents, donc une génération au-dessus de la tienne, en fait, on faisait toute sa carrière chez un seul employeur quasiment. Ou on en avait peut-être deux, ou peut-être trois, Oui, pas plus. Maintenant, j'ai l'impression que tous les 2 ans, on change parce qu'il n'y a plus vraiment de perspective d'évolution au sein des entreprises. C'est plus ils recrutent pour un job spécifique. Et en fait, après, maintenant, pour évoluer, ne serait-ce qu'en termes de salaire ou en termes de mission, il faut changer de boîte. Et alors, peut-être que c'est pour ça, comme il n'y a plus vraiment cette pérennité du CDI au sein de l'entreprise sur 30 ans, sur une carrière complète, hmm. euh, et ben, finalement, ça encourage davantage à se lancer en solo. Je sais pas, c'est une réflexion comme ça. Mais peut-être que c'est une des clés de réponse. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, avec cette différence de. Tu as beaucoup de gens de ta promotion, par exemple, à l'époque, qui
sautais comme ça de job en job tous les 2 ans? Oui, oui, oui. Déjà? C'était Ok. ça se faisait déjà beaucoup. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de, comment on appelle ça? Tu sais, c'est une courbe qui Ouais. monte, qui devient presque verticale. Mm. C'est-à-dire qu'on vit une révolution industrielle, je pense, depuis les années 50, en fait. Ouais. Et il y a d'abord l'ordinateur qui est arrivé, les femmes qui sont entrées en masse dans le monde du travail. Et ensuite, on a eu les progrès techniques, on a eu la mondialisation, et maintenant on a l'intelligence artificielle. Internet, ouais, Internet. Internet Déjà, aussi, Internet. l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a une espèce de progression exponentielle, c'est le Mm. mot que je cherchais. Et aujourd'hui, c'est difficile de se dire, aujourd'hui, on peut apprendre à l'école un métier qui, dans 10 ans, sera totalement obsolète. Et en plus, il y a tout un tas de métiers qui n'existent pas encore. Et Mais est-ce que finalement, ce goût que tu as pour l'héritage, c'est pas en quelque sorte un peu une nostalgie et une façon de se rassurer aussi sur, il y a certaines choses qui peuvent rester toujours, je sais pas, parce que j'ai pas spécialement peur de l'avenir. Je pense que c'est des outils. Je pense qu'il faut bien les utiliser. Tu parlais de l'intelligence artificielle. Personnellement, je trouve ça dommage que pour l'instant, on utilise l'intelligence artificielle pour des tâches artistiques, alors qu'on pourrait se les garder pour nous, parce que c'est quand même plus sympa, et on pourrait lui filer des trucs très inintéressants à faire, quoi. On peut aussi, mais finalement, c'est vrai que là où l'intelligence artificielle est bluffante, c'est Mm. vraiment sur le travail des visuels, hein. Ouais. Alors moi, comme je travaille beaucoup l'image, je vois qu'il y a encore énormément de défauts Oui, et beaucoup de limites. Peut-être qu'ils sauteront, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce qui est bien pour l'instant dans la mode, c'est que lorsqu'on communique sur un produit, on a un devoir d'exactitude. C'est-à-dire qu'on est obligé de montrer une photo du produit. oui. Et en fait, pour l'instant, l'intelligence artificielle peut générer une image avec les critères que tu lui donnes, mais elle n'est pas capable d'intégrer un produit déjà existant sur un modèle, par exemple. Par exemple, il y a tout un tas de choses. Le tombé d'un tissu, Oui, c'est extrêmement difficile Enfin, je ne sais pas si ce sont des données quantifiables, parce que ça dépend d'un courant d'air, d'un mouvement, etc. Et je trouve ça encore difficile. Alors, il y a plein de domaines pour lequel, c'est sûr, là, il y a enfin, l'illustration, ils font des trucs déjà qui sont incroyables, quoi. Mais encore quelques limites qui me préservent pour l'instant. mmh. Et il y a aussi le discours. Tout ce qui a un rapport à l'humain, pour l'instant, va être difficile à remplacer, je trouve. Mmh. C'est vrai que les pochettes telles que celles que j'ai dans la poche aujourd'hui, c'est fabriqué en Italie, encore autour du lac de Mm. Caume, par des dames qui font ça toute la journée et elles font ça à l'aiguille. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je voudrais bien que ça ne se perde Bien pas. sûr, Rentrer dans ce monde-là, le monde de de l'artisanat, l'élégance, hein. de l'artisanat, c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que je sens que c'est pas quelque chose qui est parti pour être remplacé de sitôt. Euh, je ne pense pas que cet artisanat-là, aussi subtil, puisse Mm. être encore remplacé par des robots, même si on voit qu'il y a des robots qui sont utilisés en chirurgie C'est vrai. et qui sont très compétents. Donc peut-être que je me trompe. C'est vrai qu'en tant que fervent défenseur de l'artisanat, en fait, on va valoriser le fait main, on va valoriser le savoir-faire, des finitions qui sont techniques, qui ne sont pas encore réalisables à la En machine. machine, ouais. Et donc, pour l'instant, un petit peu inaccessible, ça va bouger. Mais en fait, la beauté de l'imperfection, pour l'instant, reste, reste difficile à atteindre à la machine. Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as un accessoire fétiche? Un accessoire fétiche? Ça peut être une Euh, montre, un bijou, quelque chose dont tu ne te séparerais pour rien au monde. bah alors tout de suite, je pense à cette bague qui m'a été offerte par ma compagne il y a quelques temps et qui représente beaucoup de choses pour moi, donc je ne veux pas m'en séparer, parce que les montres, finalement, j'en ai deux, trois, j'aimerais bien en acheter une autre, mais je varie, puis j'en porte pas tous les jours non plus. Quand je travaille chez moi, je ne la porte pas forcément. Euh, Puis en fait, de par nature et de par son nom, l'accessoire est accessoire. Donc je pense qu'on peut s'en passer. Après, Donc c'est plus... indispensable. donc indispensable. Donc, après, c'est plus la valeur sentimentale qu'on va y mettre. J'ai des pochettes de mon père, par exemple, que même si elles sont tachées et puis trop petites, etc., je veux pas m'en séparer. D'accord. Donc, alors, ton père avait ce goût pour l'élégance Je ne l'ai sartoriale. jamais vu les porter. D'accord. Je ne l'ai jamais vu les porter. Mais il m'a appris plutôt il faut savoir s'habiller pour l'occasion en fonction de,
des gens que tu vas rencontrer, c'est une forme de Oui, respect. C'est-à-dire que tu vas à l'école, moi j'étais dans une école, il fallait l'uniforme, tu dois t'habiller en conséquence pour aller à l'école, pour aller devant des professeurs, tu dois t'habiller en conséquence quand tu as un rendez-vous, quand tu vas au restaurant, etc. Tu sors pas de chez toi en jogging. Ça s'est limité à peu près à ça. d'accord. Et faire mes lacets et, et cirer mes chaussures. Même si il m'a appris à cirer avec l'espèce de tampon Ah, kiwi là. kiwi, là, ouais, qui d'accord. est- Donc, ce n'est pas non plus un grand aficionados, mais par contre, l'obligation morale de bien présenter, ça, par contre, ça a été inculqué. D'accord. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, je suis tout seul. D'accord. Donc, à ce niveau-là, pas eu spécialement d'influence non plus. D'accord. Mais ça, c'est marrant parce que tu parles des gens qui ont des pochettes, qui ont des Mm. beaux accessoires, mais qui ne les portent jamais. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je sais pas. Ah oui, mon père, je pense aussi, dans le temps, on accumule des trucs. Alors, il y a les cadeaux aussi. Il y a les cadeaux Parfois, on reçoit aussi. des cadeaux. Je sais pas où est-ce qu'ils les avaient récupérés, honnêtement. Mais oui, je pense que sur toute une vie, on accumule des trucs qu'on porte plus, c'est normal. Mais portez vos accessoires, Oui, donnez-leur, il faites-les faut. vivre, il faut. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée de patrimoine avec Mm. les. On a ça beaucoup dans le monde de la montre. Oui. Donc, la montre de son père, la montre de son grand-père qu'on va porter lui rendre hommage. Et quelque part, ça traverse le temps, comme les générations. C'est quelque chose Ouais. de très beau. Et j'aime bien l'idée aussi que ça puisse. Alors, évidemment, une pochette en soi, c'est beaucoup plus fragile qu'une montre. Toutefois, c'est vrai que ça peut être très chouette d'avoir une pochette de son grand-père qu'il a portée peut-être à son Mm. mariage. C'est quelque chose de très beau. Et puis l'avantage des accessoires, c'est qu'il n'y a pas de problème de taille. Oui, Tu peux avoir un vestiaire magnifique d'un grand-père, etc. Mais si vous ne faites pas la même taille, c'est et râpé, il y a quoi. peu de chances que vous fassiez la même taille. Voilà, Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les cornflakes aujourd'hui, mais on fait 20 cm de plus que c'est nos, ça. nos Puis aînés. les bras sont longs hein. En prêt-à-porter, j'ai du mal à trouver des trucs à ma longueur de Alors manche. toi, tu as des bras plutôt courts, Plutôt très long, très plutôt très très long. longs. Ouais, ouais. Ok. Donc c'est aussi un des trucs quand on commence à faire très attention aux proportions, voir que ça devient maladif. Ouais. En fait, c'est tout de suite, on est en mode, bon, bah, la manche m'arrive au milieu du bras, au milieu de l'avant-bras. Ben, je vais faire des chemises sur mesure. Ouais. Donc voilà. Alors, moi, il y a des marques que j'aime bien pour ça, qui ont différentes tailles de Oui, manches. plus en longueur, oui. Alors, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Mhm. le style masculin, la mode. Toi qui as une communauté depuis environ 3 ans, Ouais. euh, personnelle, j'imagine que tu as dû avoir des questions, des compliments ou peut-être des affirmations qui t'ont touché d'une façon ou d'une autre. Quel est le commentaire, tout simplement, quel est le commentaire qui t'a le plus marqué dans ta carrière de youtubeur en quelque sorte? Je sais pas, parce qu'il y a un paquet de commentaires, honnêtement. Mais je pense que c'est toutes les personnes qui me disent: «Ah merci, tu m'as, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est: «Ah bah, tu m'as donné envie de mieux m'habiller. Je vais m'acheter, mon premier costume, je vais me lancer dans la demi-mesure, je vais essayer de construire mon vestiaire» et cetera. C'est: «Ah bah, tu m'as repassé ta passion. Ouais, Tu m'as refilé le virus», tu vois? ouais. Tu m'as ouvert ton Voilà, c'est univers. ça. Ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir parce on n'est pas nombreux. Puis c'est aussi ça, c'est-à-dire que moi j'ai commencé parce que j'avais envie de partager ma passion. Il n'y avait pas d'autre raison, il y avait pas d'autre raison derrière. Donc quand j'y arrive, c'est sympa. Et tu me disais, c'est un petit milieu, donc vous vous connaissez Oui, tous. on se connaît tous. On se connaît tous. Est-ce que vous faites des restos ensemble, des choses comme ça? Des restos, non, mais en fait, souvent, quand il y a des événements de marque, on est souvent invités, donc on se retrouve là. Puis parfois, on se voit en dehors pour faire des shootings ensemble, etc. Mais on le fait pas assez. Ouais. On le fait pas assez. En fait, on se connaît tous, on collabore tous avec les mêmes marques, mais on fait pas grand-chose ensemble. Et c'est un truc que j'essaye de changer petit à petit, mais tout le monde est très occupé, Bien ce qui est sûr, normal. bien sûr. Il y a le Petit Momo, par exemple, Oui, c'est vrai qu'il y a rendez-vous des gens qui incontournable. sont en France qu'on ne voit jamais sur Paris et il faut aller à Florence pour qu'on puisse se voir. Et aussi, il y a les copains qui sont pas en France. C'est-à-dire qu'il y a des gens de partout dans le monde. Est-ce que tu as un youtubeur ou un créateur de contenu étranger euh, Étrangers? que tu apprécies pour son travail Oh, il y en a des tonnes. C'est vrai que je regarde davantage tout ce qui est anglophone parce que enfin, le contenu est plus riche parce qu'il y en a Oui, davantage. oui, tout à fait. Mais
Il y en a des tonnes. J'ai pas envie de donner les plus évidents parce que tout le monde les connaît. Mais Je ne sais pas si tout le monde les connaît, hein, parce tu que penses? ma chaîne, elle est plutôt orientée pour les Ah, débutants, donc c'est vrai. n'hésite pas. J'aime beaucoup Eastpoke Style, Brian Sakawa, je prononce très mal, mais qui a un style très épuré, Oui, très, qui n'est pas dans l'exubérance oui, et qui, je trouve, euh, marche bien dans l'understatement britannique. ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. C'est très sympa, mais sans que ce soit trop sobre et ennuyeux. Il va faire du dépareillé, il va faire des choses comme ça. Alors, il y a des choses où moi, je vais un petit peu plus loin. Par exemple, la coupe des pantalons, j'aime quand c'est vraiment une belle ouverture à la cheville, tout ça. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Son blog, il a fait une refonte récemment et je trouve ça vraiment très joli. Euh, Après, il y a les historiques, il y a ceux qui nous ont mis le pied à l'étrier auxquels on pense tout de suite. Donc ça, c'est pour YouTube. Pour Instagram, je vais citer une femme pour changer, parce qu'il n'y en a pas assez. Et j'aime beaucoup ce que fait le compte, c'est In Case of Brit. J'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Et elle a un style vraiment cool. D'accord. Bah, on le mettra dans la description de Ouais. la vidéo. Et donc, c'est une femme qui fait du style masculin ou... Ouais, elle s'habille. Alors évidemment, elle a aussi des habits du vestiaire féminin, des robes, des jupes, ce genre de choses. Mais elle va mettre beaucoup de tailoring, grosse inspiration Ivy. Et puis surtout, moi, je suis très sensible, en tant que photographe et vidéaste, je suis quand même très très sensible à la production Hmm. et à la beauté de l'image. Et puis, c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Ouais. Mais j'ai remarqué parce que tu es un des seuls youtubeurs français que je suis, en fait, dans notre niche, parce que Mhm. moi aussi, je suis beaucoup de comptes anglophones, Mhm. en particulier le Gentleman Gazette, Quand je bien sûr, disais un de ceux qui nous ont mis le pied à un l'étrier, incontournable. et que j'ai rencontré au Petit de janvier l'année dernière d'ailleurs. D'accord. Ouais, très, très sympa. Et puis, il y a aussi un petit nouveau dans le domaine, enfin, qui a monté très vite, qui est James de la chaîne Gent Z. Alors lui, je ne le connaissais pas, c'est toi Ouais. qui me l'as envoyé, je ne connaissais pas. Il faut que je regarde un petit peu ce qu'il fait. C'est très bien, il fait des petits formats, en Mm. général de 10-15 minutes. C'est bien fait, il a une très bonne diction. C'est intéressant. Alors, pour quelqu'un qui s'intéresserait depuis peu au Ouais. style masculin, Mm. euh, donc peut-être quelqu'un qui suit ma chaîne depuis peu de temps, est-ce que tu aurais des conseils en tant que senior un petit peu de l'élégance Ouais. à lui donner pour commencer, pour lui mettre le pied à l'étrier? Ce que je pense déjà, c'est que souvent, on pense à des tenues, mais il ne faut pas réfléchir en termes de tenue, il faut réfléchir en termes de pièces. Et penser, en fait, le souci quand on est au début et qu'on démarre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pièces. On commence à remplacer ce qu'on a qui n'est pas terrible. Euh, et puis petit à petit, on essaie de grimper, d'avoir des pièces de plus en plus sympas, etc. Mais on est souvent attiré par la pièce forte, la pièce qui nous fait Oui. rêver, le costume croisé, le costume à rayures, etc. Commencer par des trucs simples. Alors c'est ennuyeux, hein, ça donne pas envie, mais surtout éviter le syndrome de ce que j'appelle le syndrome de la panoplie, c'est-à-dire des pièces Hmm. qui ne vont que ensemble dans une tenue. Parce qu'en fait, il vous faut plusieurs tenues pour la semaine et pour les occasions. Et c'est super important d'appuyer sur la polyvalence des pièces. Pour moi, c'est ce qu'il y a de principal. Donc, commencez pas par une veste en tweed avec un prince de Galles rouge sur fond marron, quoi, comme ce que je porte ici. Commencez par des trucs plus simples, de la texture, des détails qui sont peut-être un peu moins formels pour pouvoir le dépareiller. Je pense vraiment que dépareiller des costumes, c'est le secret. La plupart de mes costumes sont pensés pour pouvoir être dépareillés. Hmm. Et après, j'ai quelques vestes sport et beaucoup de pantalons. Et en fait, avec ça, je peux vraiment aller dans tous les sens. Et je réfléchis plus du coup en termes de couleur, de matière et de saisonnalité pour que ça aille ensemble, plutôt que d'avoir des trucs qui fonctionnent bien ensemble, mais c'est tout. Hmm. Pour un jeune homme qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu lui proposerais comme première pièce à acheter? Bah, encore une fois, ça dépend de l'usage. Il y a des gens qui ne vont pas avoir besoin de porter le costume. Hmm. Si vous devez commencer par un costume, comme je le disais, commencez pas par un croisé. Commencez par un deux pièces, droit, poche plaquée pour le dépareiller, Ouais. un bleu un peu moyen, texturé, parce que si c'est trop lisse, c'est compliqué à dépareiller. Vous avez un bleu, un gris. Déjà, vous êtes pas mal, parce que vous pouvez porter la veste bleue avec le pantalon gris. Et voilà. Donc on parle d'un blazer.
Un blazer, ce serait Non, une bonne justement, pièce parce pour qu'en fait, tu commencer. utilises ton costume de pièces bleues Oui. pour pouvoir faire un dépareillé, tu vois. Alors, moi j'ai remarqué que souvent, on a quand même une différence de coupe entre une veste de costume et un blazer. Souvent, le blazer est un peu plus court. Moi, je les porte tous à la même longueur. Tous à la même longueur. Tous à la même longueur. Idéalement, c'est mi-fesse de toute façon. Non, c'est en dessous, juste en dessous. En dessous de la fesse? Ah non, mi-fesse, c'est beaucoup, beaucoup trop court. Ouais. D'accord. Proportion classique. Si en fait, vous aurez besoin d'un costume, pas forcément pour aller bosser tous les jours, mais pour les occasions dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc costume bleu marine, costume Ouais. Et anthracite. puis, anthracite, je trouve ça un peu triste. Mhm. Moi, j'aime bien le bleu moyen et le gris moyen, ça donne un petit peu plus de peps, justement pour quelqu'un qui a envie d'un petit peu plus, qui a envie d'un petit peu plus d'élégance, etc. C'est un petit peu plus saturé, c'est un petit peu plus joli, je trouve, Mhm. un petit peu plus lumineux. Je pense que c'est l'idéal, un peu texturé. Je trouve que la laine froide, c'est très bien pour commencer. Alors, qu'est-ce que tu appelles la laine froide pour nos viewers? Alors, la laine froide, le plus grand représentant, c'est Fresco de Hardiminis, mais en fait, c'est un tissage qui fait que c'est assez aéré, ça froisse peu, ce qui est pratique quand on n'a qu'un seul costume. Et du coup, on a de la laine, donc il y a quand même un bon tombé. Ça froisse peu, contrairement au lin pour l'été, et vous allez quand même respirer un petit peu. Alors, vous n'irez pas jusqu'à 30 degrés avec, là, il faudra passer sur vraiment un costume dédié à l'été, puis même au bout d'un moment, la veste, tu peux plus. Mais je pense que c'est l'idéal de faire ça en non doublé, comme ça tu peux le porter encore quand il fait chaud, et puis l'hiver, tu peux rajouter un manteau par-dessus, ou un pull sous la veste, et tu peux travailler ton layering, ton travail de couche, Ouais. plus facilement, parce que c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Tout à fait. Ouais. Oui, le layering, c'est ce qui fait vraiment la richesse d'une tenue, hein. Mm. C'est pour ça que l'été, en général, on s'ennuie un petit peu parce qu'on peut porter Et c'est pour assez ça peu de qu'on couches. compense généralement les tenues d'été, on se rend compte qu'il y a plus de motifs, il y a plus de couleurs, c'est plus coloré, parce que justement il y a moins de pièces, donc c'est plus facile d'agencer les tenues, parce qu'il y en a moins. Il y a pas mal de règles dans le monde du style. Oui. Il y a des bouquins qui existent, Dressing the Man de Lance Flusser, d'autres livres de référence. C'est quoi ton rapport par rapport aux règles? Est-ce qu'il faut suivre les règles à la lettre ou est-ce qu'il faut plutôt s'en affranchir et comment faire pour ne pas se rater? En fait, c'est une question d'équilibre. Il y a ce qui est non négociable et il y a ce qui peut-être est désuet, etc. Je trouve que les proportions, Mm. ça dépend desquelles. Mais par exemple, c'est idiot, mais avoir des bonnes longueurs de manches qui n'arrivent pas ici, Oui. qui ne mangent pas sur la main, tout de suite, ça fait la différence. Ne pas avoir un pantalon trop étriqué et, et une veste trop étriquée, euh, pareil. Moi, évidemment, il y a une question de goût, et puis après, il y a différents courants en fonction de l'histoire, années 70, etc. Tu parlais des années 30, et tout, a, tout, a, tout est possible dans le vêtement tailleur. Le costume en tant que tel n'a pas beaucoup bougé sur le fond, Mm. mais dans la forme, il y a plein de choses qui se sont passées. Euh, je pense qu'un résultat intéressant au début, c'est quelque chose d'équilibré. Euh, Actuellement, le costume contemporain, le pantalon est très court sur le bassin, il est très court à la cheville, il est très slim. Mm. La veste est très courte aussi, elle est très slim et les revers aussi. C'est pas un costume qui va durer dans le temps parce qu'on revient déjà aux coupes. Généralement, pour savoir où est-ce qu'on se dirige, il faut regarder ce qui se passe chez la femme parce qu'elle a toujours un temps d'avance. D'accord. Là, les coupes sont plutôt amples. On revient au début des années 2000 avec le baggy, etc. Alors évidemment, ce ne sera pas le cas en tailoring, mais moi, je suis arrivé au point où je commence à peine à raffiner vraiment les éléments de proportion pour me créer un style Mm. signature. Mais allez pas dans les extrêmes, pas tout de suite. Pour moi, c'est idiot, mais un revers de 8,5 cm déjà, c'est pas mal pour commencer. Une ouverture à la cheville de 20, 21, c'est bien pour commencer. 16, 18, c'est un peu slim. Mm. Pour le pantalon taille haute, par contre, c'est un de mes chevaux de bataille. Je suis pantalon très taille haute, Ouais. vraiment classique, très ample et tout. Donc, je porterai pas un pantalon en dessous du nombril, quoi. Mais D'accord. voilà. Ouais. Alors, c'est dur à trouver ça. Bah, il faut suivre mon compte. Il faut suivre mon compte. Alors, il y a la mesure, évidemment. Il y a quelques marques qui proposent des pantalons avec des coupes classiques et il y a plein de marques qui font du menswear classique. Tu sais, on a souvent les illusions d'optique avec tu sais, les lignes droites. Oui. Ce qui
permet d'allonger une forme, c'est la ligne droite. Et grosso modo, quand je disais que le costume n'a pas changé, c'est parce que le corps humain n'a pas tant changé que ça. On reste, pour la plupart des gens, avec un torse, deux bras, deux jambes et une tête. Donc à partir de là, c'est-à-dire que vous avez deux lignes, c'est vos bras, vous avez un rectangle, c'est votre torse, et vous avez deux lignes, c'est vos jambes. Donc pour allonger la silhouette, on allonge les jambes. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que comme vous avez allongé les jambes, vous pouvez travailler pour élargir les épaules avec un revers un petit peu plus large, point de boutonnage au centre. Mhm. Donc en fait, vous avez un beau Oui. X comme ça, et des longues jambes. Comme ça flatte la carrure, et ça vous donne des grandes jambes. Ce sont les proportions classiques du menswear. Après, il y a toujours des choses nouvelles qui sont bien aussi. Alors, toi, tu es plutôt couleur chaude. Oui, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Oui. C'est un goût personnel ou alors c'est par C'est rapport à ta carnation aussi, tu as étudié la question? Alors, j'ai jamais réfléchi à la carnation, très D'accord. sincèrement. Honnêtement, c'est un goût personnel, mais je préfère les couleurs chaudes. Euh, J'aime beaucoup le marron, le beige. En fait, c'est aussi des couleurs qui vont très bien ensemble. C'est-à-dire que vous avez du beige, du marron, du bordeaux, du vert. En fait, ce sont les couleurs qui sont non classiques. Mm. Pour moi, les couleurs classiques, c'est bleu, gris, blanc. Mm. Bleu, marine, gris, moyen, anthracite, etc. Je parle pas du bleu turquoise. Bleu ciel, on peut le mettre aussi là-dedans. Mais pour moi, ce sont ça les couleurs classiques. Et les couleurs non classiques, ça va être ce qu'il y a autour. Violet, Mm. je commence à m'y mettre, compliqué. Compliqué à agencer, je trouve. Jaune, compliqué. Mais par contre, avec du beige, du marron, le jaune, ça va bien. Et en fait, je trouve que cette famille va bien. Enfin, c'est pas vraiment une famille, mais ces nuances-là vont bien ensemble. Et du coup, comme je parlais de polyvalence, comme j'évolue surtout dans cette palette, je peux prendre plein de pièces, les mettre ensemble et ça pose pas de problème. Alors moi, je trouve que ces couleurs fortes comme ça marchent très bien en accessoires, justement. Oui, Ou c'est vrai. alors en layering. Par exemple, moi, chez moi, j'ai un cardigan jaune, Mm. entre le jaune et le jaune moutarde. Ouais. Donc un jaune assez fort. Mm. Et j'aime beaucoup le porter sur une chemise blanche avec une veste bleu marine Ou une ou un cravate manteau vert, verte, ça irait bien. Ou une cravate un bordeaux, manteau ça irait olive. très bien. C'est Ouais. très très bien, un peu à la Black et Mortimer. D'ailleurs, je pensais faire une vidéo sur la mode en bande dessinée. Alors, Ah, ça peut être intéressant ça. j'ai fait une vidéo déjà qui a plutôt plu sur le cinéma. D'ailleurs, je vais probablement faire une deuxième vidéo sur le cinéma parce qu'il y a beaucoup Il y de a de quoi films. faire. Ouais. Faut faire film D'ailleurs, par film. Hein, parce que... quel est ton rapport d'ailleurs au cinéma aussi? Tu me parlais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était off ou on, que tu aimais bien les séries et que ce sont des séries qui C'est vrai. t'ont en Alors, quelque c'était sorte plus les séries donné à... Americana. Oui. Plus les séries Americana pour le coup, donc pour tout ce qui est workwear, grosse veste, Alors, tout ça. c'est quoi ces séries Americana? Parce que moi, c'est pas du Alors, tout mon domaine. c'est vraiment une série B fantastique qui s'appelle Supernatural. Un truc qui a duré Supernatural, 20 ouais. saisons, 40 et plus de 40 minutes par épisode. Le truc, ça a duré 20 ans. Enfin, bref. D'accord, Et d'accord. c'est vraiment une série B. Hein. Mais par contre, j'ai bien aimé la veste un peu de chasse, un peu inspirée du Gentleman Farmer, enfin un peu de la Barbour où il y a pas mal de poches, enfin beaucoup de militaires, de la chemise à carreaux, de la maille un peu épaisse, tout ça, du jean, des grosses boots, tout ça. D'accord, d'accord. Ah, bah, je vais m'intéresser à ça hein, parce que je suis passé complètement à côté. Oh là, le scénario n'a rien à voir avec le menswear, mais c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, je dirais, pour aller chiner, en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais ça à la télé, et, mais je ne le trouvais pas dans les boutiques où j'allais, qui étaient des boutiques de fast fashion. Ce que j'appelle maintenant les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, Célio, Jules, H&M, Zara. Ouais. Euh, on peut en rajouter encore, mais Alors, on voilà. peut trouver des belles choses quand même chez eux, mais il faut vraiment, vraiment choisir, quoi. C'est dur, hein. C'est assez dur, ouais. C'est dur. C'est dur, je trouve. Déjà, tu, tra- tu- En fait, ouais, dès qu'on se fixe la règle de plus acheter en fast fashion, ouais. on est contraint d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et là, on s'ouvre vraiment les portes. En fait, tant qu'on reste appuyé sur ça, tant qu'on utilise ça comme béquille, ce qui est quand même une béquille utile, je ne dis pas le contraire, c'est pas cher, il y a certaines choses qui sont intéressantes,
Bon, la qualité de confection, pas terrible, les matières, généralement catastrophiques, Mm. mais c'est utile. Ça peut être sympa ça peut être encore pertinent pour certaines pièces. Mais quand on se dit, OK, je n'achète plus de fast fashion, on doit regarder ailleurs. Et là, tout de suite, il y a un progrès immédiat, quoi. Mm. Après, c'est vraiment prendre parti. C'est OK, moi, c'est pour des raisons écologiques, très sincèrement. D'accord. Euh, c'est pour des raisons écologiques. Donc, je dis, OK, je n'achète plus en fast fashion, sauf quelques trucs, genre des t-shirts, parce que j'en porte pas beaucoup. Les t-shirts, c'est pas des pièces dans lesquelles j'ai envie d'investir vraiment, donc je vais chez Uniqlo pour ça, quoi. Tu portes ça à la maison ou en été? Ouais, ou sous des pulls, ou Mm. ouais, en été, des trucs comme ça, ou pour aller faire du sport. Pour faire du sport, je m'en fiche complètement de ce que je vais. Alors, en question loisir, justement, qu'est-ce que tu aimes faire au-delà de ta passion pour le style masculin? Alors c'est vrai que le menswear, ça m'a quand même amené à la pratique de la photo et de la vidéo. Donc ça, j'aime bien. Après, c'est vrai que je vais toujours faire de la photo et de la vidéo sur du menswear. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. La cinématographie, ça m'intéresse. Pas vraiment comment dire. J'ai pas une grande culture cinématographique de film, mais c'est plus dans les compositions, les plans, l'étalonnage, ce genre de choses qui moi, me touchent. Et je suis un gros consommateur de YouTube pour ça. Mm. Euh, Après, en termes de hobby, le design d'intérieur, ça me plaît énormément. J'aimerais bien en faire plus. J'en ai parlé un tout petit peu, mais elles n'ont pas beaucoup été vues parce que c'était pas la même niche, du coup, l'algo n'a pas compris. Mais beaucoup le design d'intérieur. Et puis après, bah, on en discutait parce que toi aussi, tu es rôliste, mais TTRPG, beaucoup, Donjons et Dragons, je joue pas mal. Voilà, jeu de rôle sur table, Exactement, tabletop RPG, c'est ça. c'est un petit peu comme Si vous avez vu Stranger Things, Voilà. grosso modo, c'est ça. Et c'est très sympa. Je trouve ça cool de faire ça avec ses amis. Ça te permet de les voir. Ça te permet d'avoir une raison de les voir, parce que souvent, après, la vie fait que on se voit plus. Mais ça permet d'avoir une raison de se voir, longtemps et de faire un truc, d'avoir une activité qui est sympa. Et ça stimule beaucoup de choses en termes d'imagination. Il y a aussi une histoire, donc du storytelling qui se construit à plusieurs. Et puis après, il y a toutes les mécaniques de jeu qui, moi, m'intéressent parce que je suis aussi un gamer par ailleurs. Donc, moi, j'aime bien ça. Et ça t'a pris quand tu étais au lycée ou Non, maintenant? c'est ma compagne qui m'a initié. Et comme aux D'accord. jeux vidéo d'ailleurs. Enfin, je jouais quand même avant, mais vraiment, parce qu'elle, elle a vraiment une culture du jeu vidéo qui est poussée, parce qu'elle travaille aussi dans ce milieu-là. D'accord. Et ouais, elle m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour ça. Ce qui est aussi un traquenard, parce qu'une fois qu'on met le pied dedans, pareil, on y passe des heures, mais il y a des jeux qui devraient être considérés comme des œuvres d'art parce que c'est extrêmement complet. Mm. Parce qu'il y a de la cinématique comme au cinéma, même si c'est interactif, il y a une histoire. Ton Donc, jeu préféré, là, comme ça? pour la nostalgie, je dirais DOS 2, donc Divinity Original Sin 2, qui est un RPG tour par tour euh, des studios Larian, qui est mon développeur préféré, et du coup plus récent Baldur's Gate 3 aussi, qui se base sur Donjons et Dragons. Ah oui, oui, oui. Donc là, alignement des planètes, et c'est des jeux sur lesquels j'ai passé des centaines d'heures. Ouais. Moi, j'ai beaucoup joué à Baldur's Gate 1, mais Ouais. c'est, Ah bah il faut que tu joues au 3 là, t'es obligé. il a 20 ans maintenant, hein, Ouais. comme le temps passe. Ah ouais. Et quel est le rapport de ta compagne, justement, par rapport à ton activité? Hmm. Est-ce que c'est elle qui prend les photos, par exemple, Non, non. quand tu as tes tenues? Quelques-unes, ouais, mais pas tout le temps. Alors moi, elle m'a connu avant. C'est-à-dire que comme je l'ai rencontré le premier jour de mon école post-bac. D'accord. Donc, j'ai commencé chez Jamais Vulgaire 2 ans après. Donc elle m'a connu avant. Donc, si tu veux, elle comprend que c'est ma passion, elle comprend que c'est aussi mon métier. Elle est vraiment heureuse que j'ai trouvé ce qui me motive dans la vie, parce qu'avant, je ne savais pas quoi faire. Donc ça, c'est cool. Après, elle sort avec Arthur, elle sort pas avec Art of Style. Tu vois. Donc parfois prendre des photos, justement, bah, ça la gave, ce que je comprends, on se voit pas. Enfin, j'aimerais la voir plus souvent, et donc quand on se voit, c'est pas pour faire des shootings, relou. Non, je fais la plupart des shootings moi-même, trépied, ce qui est un peu Trépied retardateur? ouais, Mm. ce qui est galère, honnêtement. Mais de temps en temps, avec justement, je disais, des copains,
influenceur, on va se faire des shoots, etc. C'est sympa. Mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est assez sain dans un couple, justement, de laisser le travail, en quelque sorte, de Mm. côté. Parce que moi, j'habite une grande partie de l'année à Bucarest et je vois beaucoup d'Instagrammeuses. Il y a des spots, comme partout, j'imagine, où les Instagrammeuses viennent se prendre en photo et souvent, bah, C'est les mecs, ouais. leur petit ami fait le job et C'est ça. Bah, nous, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire ils que ont une patience d'ange. mais c'est ça. Et puis nous, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est le mec qui est dans la mode et la meuf qui est dans les jeux vidéo. Donc C'est vrai que c'est un petit peu c'est marrant. Mais l'anti-cliché, quoi. ouais, donc non, mais après, elle est honnêtement, elle est très forte en photo, alors qu'elle n'a pas pratiqué énormément, à part pour me prendre quelques fois en photo. Et alors, je crois qu'elle n'est jamais apparue, par contre, dans tes vidéos. Très rarement. S'il y a une vidéo où justement c'était ma copine ma vie pour la Saint-Valentin et c'est elle qui avait fait les tenues et Ah, d'accord. c'était Tu vois, marrant. Ça date par contre, hein. je suis allé voir tes premières vidéos et effectivement, j'ai pu constater que On a c'est- ramé, hein. aujourd'hui, tu as Oui. voilà, tu es à l'aise Ouais. vraiment. Bah, tu me posais la question tout à l'heure si j'avais une formation dans l'audiovisuel. Pas du tout. J'ai appris sur le tas et avec YouTube. YouTube, c'est un outil formidable pour apprendre, vraiment. Ouais, J'ai appris tellement de choses grâce à YouTube. Je pense que j'ai plus appris sur YouTube qu'à l'école, hein, franchement. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et puis, les gens ne se rendent pas compte. Voilà, on parle de youtubeur à youtubeur. Mm. Les gens ne se rendent pas compte en général. Et moi-même, je ne me rendais pas compte avant de passer derrière la caméra de Mm. tout le travail qu'il y a Incroyable. derrière une vidéo YouTube. Ne serait-ce que placer les lumières, C'est ce le qui est le plus son, les complet. choses comme ça. C'est ce qui est le plus complet. Le montage après, ensuite. Enfin, mais le jeu en vaut la chandelle parce que, Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus exigeant par rapport à tous les autres réseaux. C'est ce qu'il y a de plus exigeant parce que c'est plus long que les formats TikTok bien réels. sûr, C'est plus difficile que la photo. Et oui, ça touche plein de choses. Ça touche au copywriting avec les scripts. Ça touche vraiment à la photographie, à la vidéographie, les compositions, etc. Comme tu disais, après la colorimétrie pour l'étalonnage, le montage qui est encore tout un truc à part, les lumières. En fait, il faut faire plein de métiers en un. Donc c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus euh, plus jouissif et de plus gratifiant. gratifiant. Voilà, c'est ça. Oui. Et quelque part, tu montes aussi une Mm. communauté. Toi, tu encourages certaines entreprises qui travaillent dans l'artisanat, par exemple, dans la cordonnerie, dans Oui. euh, la, la vente d'accessoires comme ce que je fais moi, mais ça peut être aussi peut-être prochainement un chemisier. Mais est-ce que toi, tu as envie d'avoir ta propre collection à toi un jour? Je rêve. Bah, en fait, comme je disais, j'ai commencé dans la communication. Bon, après, j'ai rajouté des compétences de production audiovisuelle. Mais à force d'en parler, il y a un moment où on a envie d'en faire. Mm. Et du coup, depuis quelques années, en fait, j'ai pris ce tournant aussi dans mes postes où en fait, j'ai des casquettes de développement produit. Euh, et puis bah, là, actuellement, j'accompagne un entrepreneur qui se reconvertit et qui fait de la chaussure et on a travaillé ensemble sur le développement produit. Mais du coup, mon objectif, c'est d'être en poste sur du développement produit. Alors, j'aime bien la création de contenu, c'est aussi quelque chose que je pourrais faire en parallèle. Je suis assez polyvalent là-dessus. Mais l'objectif, c'est de faire du développement produit. Alors, avoir ma propre collection, un jour peut-être, mais ça fait peur de se lancer aussi, hein. Mm. Ça fait peur de se lancer. Je suis encore assez jeune et je pense aussi que c'est très. Enfin, le fait de travailler en freelance, je me suis rendu compte que c'est très solitaire. Moi, ça ne me dérange pas, mais je pense quand même que j'aime bien le travail d'équipe. Et Mm. du coup, je pense que ça me ferait quand même du bien d'échanger, ne serait-ce que de, de confronter ses idées avec celles d'autres pour créer une collection. C'est là aussi où on apprend et on se développe, je Oui. trouve. Mais l'idéal, c'est d'avoir vraiment une dream team, petite équipe. Faut trouver le juste milieu entre tout seul et grosse organisation où après tu commences à être paralysé par les process, etc. Faut que ça reste fluide. Après, tu pourrais commencer par une petite collection d'accessoires, comme des pochettes, des cravates, des choses comme ça. Oui, alors j'y ai pensé, mais en fait, euh, j'y ai pensé, honnêtement. C'était un projet que j'avais, mais que j'ai mis de côté. Pourquoi pas? Après, j'ai envie aussi de proposer un vestiaire complet. Tu vois. Mm. Je pense qu'aussi, c'est idiot, mais je parle de polyvalence depuis tout à l'heure. Pour être polyvalent, il faut avoir plusieurs choses.
Bien sûr. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir un vestiaire complet. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on peut créer sa vision et construire un vestiaire et montrer ce qu'on a dans le ventre et créer un univers autour de ça. Là où le monoproduit, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut l'agencer avec des pièces qui ne seront pas de ta marque, de fait. Mais c'est là aussi où on peut être créatif Oui, et justement mettre ensemble des choses qui ne sont pas déterminées à l'être. mm, Ce qu'on voit parfois dans la rue des gens qui sont dans une tenue telle qu'on pourrait la trouver directement sur un mannequin de Zara. ouais, Alors, c'est une tenue qui fonctionne en général parce que ça a été designé par un professionnel, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose d'un petit peu de folie, quoi. ouais, c'est Justement, ça. Après, c'est ça, c'est créer une collection qui soit cohérente avec des pièces que tu peux porter, comme je disais, pas des panoplies, mais créer vraiment un univers où tout se répond, quoi. voilà, ouais. La panoplie, c'est C'est vraiment plus complet, ce qu'il faut éviter, quoi. ben, en fait, c'est ce qu'il y a de moins efficace. C'est ce qu'il y a de moins efficace en termes de style, mais aussi en termes de budget et en termes de place. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos spectateurs? Un dernier mot, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir les comptes Art of Style sur YouTube et puis sur Instagram. Où vous aurez de l'inspiration, de tenue. N'hésitez pas à poser des questions aussi, si je peux vous aider. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir. Bien, écoute, ça, c'est le moment pour nous de nous dire au revoir. À bientôt, À j'espère, Arthur. bientôt, j'espère aussi, oui. Alors, j'ai un gimmick à la Oui, fin. Je dis toujours rester élégant. Est-ce que oui. tu veux dire rester élégant avec moi? Rester élégant. Restez élégant. Ok. Allez, Tac. it's a wrap. Ouais. Rondement mené.